Chapitre 22. La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie. Hans marchait en avant selon son habitude. Nous n'avions pas fait 100 pas que le professeur, promenant sa lampe le long des murailles, s'écriait « Voilà les terrains primitifs! Nous sommes dans la bonne voie! Marchons! Marchons !» Lorsque la terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde, la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations, des ruptures, des retraits, des fendilles. Le couloir actuel était une fissure de ce genre par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif. Ces 1000 détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. À mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale et elle a reconnu qu'il se compose de 3 couches différentes, les schistes, les gneiss, les micaschistes, reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit. Or, jamais minéralogiste ne s'était rencontré dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne, nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains. À travers les taches des schistes, colorées de belles nuances vertes, serpentaient des filons métalliques de cuivre, de manganèse, avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l'avidité humaine n'aura jamais la jouissance. Ces trésors, les bouleversements des premiers jours, les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. Aux schistes succédèrent les gneiss, d'une structure stratiforme remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets, puis les micaschistes disposés en grandes lamelles rehaussées à l'œil par les scintillations du mica blanc. La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ces jets de feu sous tous les angles et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux dans lequel les rayons se brisaient en 1000 éblouissements. Vers 6 heures du soir, cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser. Les parois prirent une teinte cristallisée mais sombre. Le mica se mélangea plus intimement au feldspath et au quartz pour former la roche par excellence, la pierre dure entre toutes, celle qui supporte, sans en être écrasée, les 4 étages de terrain du globe. Nous étions murés dans l'immense prison de granit. Il était 8 heures du soir. L'eau manquait toujours. Je souffrais horriblement. Mon oncle marchait en avant. Il ne voulait pas s'arrêter. Il tendait l'oreille pour surprendre les murmures de quelques sources. Mais rien. Cependant, mes jambes refusaient de me porter. Je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte. C'eût été pour lui le coup du désespoir, car la journée finissait, la dernière qui lui appartint. Enfin mes forces m'abandonnèrent. Je poussai un cri et je tombai. « À moi, je meurs !» Mon oncle revint sur ses pas. Il me considéra en croisant ses bras. Puis ces paroles sourdes sortirent de ses lèvres. « Tout est fini. » Un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards, et je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, j'aperçus mes 2 compagnons immobiles et roulés dans leur couverture. Dormaient-ils ? Pour mon compte, je ne pouvais trouver un instant de sommeil. Je souffrais trop et surtout de la pensée que mon mal devait être sans remède. Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon oreille. Tout est fini. Car dans un pareil état de faiblesse, il ne fallait même pas songer à regagner la surface du globe. Il y avait 1 lieue et demie d'écorce terrestre. Il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules. Je me sentais écrasé et je m'épuisais en efforts violents pour me retourner sur ma couche de granit. Quelques heures se passèrent. Un silence profond régnait autour de nous, un silence de tombeau. Rien n'arrivait à travers ces murailles dont la plus mince mesurait 5000 d'épaisseur. Cependant, au milieu de mon assoupissement, je crus entendre un bruit. L'obscurité se faisait dans le tunnel. Je regardai plus attentivement et il me sembla voir l'Islandais qui disparaissait, la lampe à la main. Pourquoi ce départ? Hans nous abandonnait-il? Mon oncle dormait. Je voulus crier. Ma voix ne put trouver passage entre mes lèvres desséchées. L'obscurité était devenue profonde et les derniers bruits venaient de s'éteindre. « Hans nous abandonne !» m'écriai-je. « Hans! Hans !» Ces mots, je les criais en moi-même. Ils n'allaient pas plus loin. Cependant, après le premier instant de terreur, j'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect. Son départ ne pouvait être une fuite. Au lieu de remonter la galerie, il la descendait.
De mauvais desseins l'eussent entraîné en haut, non en bas. Ce raisonnement me calma un peu, et je revins à un autre ordre d'idées. Hans, cet homme paisible, un motif grave avait pu seul l'arracher à son repos. Allait-il donc à la découverte? Avait-il entendu pendant la nuit silencieuse quelques murmures dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi?